Bonjour à tous, nouveau CQFR ce matin avec deux matchs à décrypter. La victoire des Celtics contre les Cavaliers, 113-98, qualification de Boston pour les finales de conférence. Avec cette victoire, la troisième de suite, enfin la troisième victoire de suite contre Cleveland et troisième finale de conférence de suite pour les Celtics. Victoire aussi de Dallas à OKC, c'était le Game 5. Entre les deux équipes, il y avait 2 partout, donc un Game 5 déterminant. Victoire des Mavericks 104-92. Par quelle série tu veux qu'on commence, Shai? Je te Alors, laisse décider. on va peut-être commencer par celle qui a débouché sur une qualification, sur celle des D'accord. Celtics. Ouais. Bon, c'est pas du tout une surprise. Il y a pas, je pense pas, on n'a pas besoin de passer 8 heures dessus. C'était attendu. C'était encore plus attendu avec l'hécatombe de blessures qu'il y avait du côté des Cavs, parce que Mitchell a encore pas joué, Jarrett Allen n'a pas joué, Caris LeVert n'a pas joué. Je voyais les comptes de fans des Cavs, les pauvres sur Twitter, qui disaient qu'ils n'avaient pas un joueur capable de poser un dribble sur le terrain. Alors c'est un peu exagéré, mais on voit dans le degré de difficulté auquel ont été soumis les Cavs. Tu joues contre la meilleure équipe de la ligue et il te manque certains de tes meilleurs joueurs et ton franchise player. Donc pas de surprise, mais voilà, Boston qui a fait le job pour confirmer ce statut. La stat, elle est intéressante, hein, mine de rien, 3 fois de suite en finale de conférence. Et celle qui m'a marqué aussi, preuve que parfois on est peut-être un peu, pas dur, mais on est très exigeant avec Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est que ça fait 6 finales de Hmm. conférence pour Brown et 5 pour Tatum. En 7 ans en plus pour Brown. En 7 ans, ça doit faire c'est sa 7e Je crois saison. que c'est ça. Ouais. Il me semble que c'est ça. Et 5 en 6 saisons pour Tatum. Voilà, donc il y a eu des C'est bons ça. effectifs, on est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Il joue à l'Est, d'accord, mais c'est quand même une preuve de régularité. Il n'y a pas toujours eu le même coach, il n'y a pas toujours eu tous les mêmes joueurs autour. Donc ça, il faut quand même féliciter les Celtics, ce qui ne leur enlève pas du tout la pression pour la suite, parce qu'ils sont attendus comme les grands favoris pour accéder au final. Je sais pas ce que tu as pensé du match, mais ils étaient, ils ont pas eu besoin de forcer parce qu'en face, il n'y avait pas les armes pour répondre, tout simplement. Et ils ont joué, ils ont imposé leur loi sans trop souffrir finalement. Ouais, c'est ça. Ils mettent un coup d'accélérateur dans le début du quatrième Ouais. quart-temps, le moment où Cleveland revient un peu, où je sais plus si c'est. Oui, c'est ça. C'est quand il y a 88-85. Il y a une petite accélération de la part des Celtics. Effectivement, ils sont en contrôle. De toute façon, on le répète souvent, Boston a quand même une marge. Tatum fait un très bon match, statistiquement 25 points, 10 rebonds, 9 passes, 4 interceptions. Il n'a toujours pas eu besoin de sortir. On parle moins de lui, on parle beaucoup d'Edwards qui met ses matchs à 40 points, on parle de Bronson parce que c'est des mecs qui ont besoin de s'employer. Tatum, il n'a pas eu besoin de s'employer jusqu'à présent, c'est sans doute évidemment c'est bon signe pour Boston. Il joue juste. Les Celtics jouent juste. Ils sont à droit. Alors Ford, 22 points, 15 Mhm. rebonds, 5 passes, 3 blocs. Je cite ses stats parce que c'est le seul joueur de l'histoire de son âge. Alors, je ne sais plus quel âge il a exactement. Alors, c'est le De seul joueur, si tu veux. plus de 38. J'ai la stat de Big Al Horford, t'inquiète. Alors, j'ai peut-être pas la même, mais moi j'avais que c'était le troisième 37 joueur ans. de l'histoire après LeBron et Ouais, Karim Karim Abdul, c'est ça. d'au moins 37 ans, enfin de 37 ans ou plus, qui arrivait à faire au moins 20 points, 15 rebonds et 5 passes dans un match Ouais, de playoff. Et donc il a 37 ans alors. ouais, c'est ça, 37 ans, Horford. Ah, il met 6 paniers à 3 points. De toute façon, on sait l'adresse à 3 points des Celtics. Il met 19 paniers à 3 points. C'est pas une surprise. Pour Cleveland, c'est un tour en plus par rapport à l'an dernier. Mhm. Ils sont tombés sur la meilleure équipe de la ligue Pas loin. avec plusieurs absents. Il y a 33 points d'Ivan Mobley. Evan Mobley qui a fait honnêtement une belle série offensive. Il a montré des choses. Il est en train de passer un cap. Maintenant, ce qui est ironique, c'est que ça pourrait être très encourageant quelque part pour Cleveland. Et il y a, je suis désolé, ça ne concerne plus le match ou la série, mais l'incertitude maintenant autour de l'avenir de Donovan Mitchell, Mhm. du JB Bickerstaff, même si je pense que les fans ne vont pas pleurer s'il y a un changement de coach. Ça sera peut-être même une manière de passer un cap. Mhm. Donovan Mitchell, il a clairement montré que c'était lui la superstar de cette équipe. Je pense même que l'axe fort de cette équipe, c'est Mitchell Mobley. Darius Garland, franchement, c'est compliqué quand même. Il n'a pas fait que des mauvais matchs, mais c'est quand même très compliqué. Il y a des questions à se poser. Voilà, Mitchell, il est encore sous contrat l'an prochain, mais après, il a une option. Les Cavs ont évidemment tout intérêt à lui proposer l'extension avec toute la thune qu'il demande. Après, la balle sera dans le camp de Mitchell au final. Est-ce que lui, il veut rester ou pas? C'est la star de l'équipe. Il a des raisons de rester. Cette équipe, elle est ambitieuse. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer Mitchell
demander son transfert cet été, auquel cas ça chamboulerait beaucoup de choses du côté de Cleveland. Je suis capable d'imaginer tout hein, en NBA, n'importe qui peut demander son trade n'importe quand maintenant, mais euh, je pense qu'il faut quand même retenir du positif pour Cleveland parce que bon, ils n'ont pas lutté à armes totalement égales. Je pense pas qu'ils seraient passés si, Ouais, ouais. si tout le monde avait été là, mais tu sais, on se posait la question pour Evan Mobley, est-ce qu'il est si fort, est capable de devenir aussi fort que ce qu'on l'espérait à un moment? Je dis pas qu'il a répondu à toutes les questions, mais défensivement, il a été plutôt là. Alors, en tout cas, il s'est pas fait manger comme il s'était fait manger l'année dernière contre les Knicks. Et offensivement, on a vu des trucs. C'est pas anodin de faire 33 points dans un match de playoff contre la meilleure Il a équipe de fait ta une très belle conférence. série Voilà. contre Boston. Bah, donc globalement, ça c'est encourageant quand même. Pour le reste, bon bah on n'a toujours pas de réponse sur est-ce que Jarrett Allen plus Evan Mobley ça te fait passer des tours? Est-ce que Donovan Mitchell peut emmener une équipe, enfin faire un upset contre une équipe comme Boston? Il y a des réponses qu'on n'aura pas. Peut-être qu'on n'aura pas non plus de réponse pour Bickerstaff parce que si j'en crois Woj ou Shams, je sais plus lequel des deux a direct tweeté dessus. Ils sont encore en train de réfléchir, mais quand en général une franchise commence à réfléchir, je pense que c'est qu'elle étudie d'autres options. Et je pense qu'il y aura changement de coach à la fin de la saison. C'est ça, je pense que c'est pour regarder qui est candidat, regarder qui peut venir, Mm. regarder ce qu'en pense Donovan Mitchell, etc. Moi, je pense que cette équipe, tu peux construire. Autour de Mitchell Mobley, tu peux construire. Si Mitchell est ton meilleur joueur, je serais tenté de dire que tu ne seras jamais vraiment un candidat au titre. Mm. Si c'est Mitchell ton meilleur joueur, parce que là, je pense qu'il est dans son prime. Par contre, tu seras toujours une bonne équipe si Mitchell est ton meilleur joueur. Et après, une fois que tu es au deuxième tour, tu vois, tu es à une blessure de l'adversaire, un match-up favorable, Mm. quelque chose d'arriver en finale de conférence, ce qui serait déjà fort pour Cleveland. C'est une franchise qui, en dehors des passages avec les LeBron James, a quand même plus souvent été Bien sûr. dans le fond de la conférence que tout en haut. Ouais, Mitchell Mobley, après voilà, Garland, il est encore jeune, il a un certain potentiel. C'est pas tant vouloir à tout prix sacrifier Garland, c'est Garland, Mitchell. Mitchell est de toute façon le porteur de balle numéro 1. Tu vois, je préférerais, si tu me dis que l'ossature c'est Mitchell, Struss, Mobley. J'aime beaucoup Jarrett Allen, mais pareil, je suis pas sûr que ça colle vraiment avec Mm. Mobley. J'ai l'impression que Mobley, pour qu'il se développe offensivement, ça passe par lui en tant que pivot. Et tu trouves tu changes deux mecs dans ton 5, bah, tu peux avoir, bah, tu vois, parce que Allen et Garland, c'est des mecs qui ont de la valeur. Tu peux Ouais. aller chercher peut-être des meilleurs fits. Tu as quand même des joueurs intéressants. Je trouve que Sam Merrill est un joueur intéressant. Isaac Okoro, bon, on nous a vendu sa progression offensive, les fans des Cavs, mais la saison régulière, c'est tellement différent des playoffs. En fait, Mm. tu vois qu'après un moment en playoff, bah non, ça passe pas, tu vois. Mais il y a des choses à Cleveland et je suis d'accord avec toi que dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Mais pour que ça reste encourageant et positif, il faut que Mitchell y reste. Si Mitchell il demande son départ, c'est compliqué, tu vois. Tu redescends encore de quelques cases. Après, ça dépend qui récupère en C'est échange, ça, si faudra vraiment ça voir. venait Ouais. être le cas. Ouais. Mais ça va être le truc à suivre pour Cleveland. Un été un peu incertain pour les Cavs, mais il y a effectivement du bien à retenir. Et pour Boston, bah voilà, on l'a dit, Ouais. encore une finale de conf. En fait, je veux dire, c'est pas qu'on veut pas s'enthousiasmer, c'est que tant que les Celtics ils sont pas en finale NBA, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, quoi? Je veux dire, c'est logique qu'ils battent les Cavs, tu vois. Par contre, c'est 2 fois la même physionomie sur la série, quoi. Ils mettent une rouste au game 1, ils prennent une rouste au game 2, puis ils en gagnent 3 de suite. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Et alors je sais pas ce que ça donnera en finale de conf. Là, ils vont tranquillement pouvoir attendre le résultat de Mm. New York Indiana en espérant peut-être que les Pacers accrochent Ouais, game 7, ouais. Pour que les Knicks ou les Pacers eux-mêmes soient encore plus fatigués. Mais ils sont dans un fauteuil et on est d'accord, ils n'ont pas tellement le droit de se louper et ils seront jugés que sur leur qualification ou non pour les finales ensuite. Voire même peut-être que sur leur finale, en fait. Ça, c'est des discussions ouais, depuis le début de la saison, enfin, depuis qu'ils sont vraiment, qui caracolent en tête. Moi, je maintiens que enfin, ça dépend de l'adversaire. Si c'est le champion en titre en face, si c'est Denver, tu peux te dire, bon, si les Celtics perdent et qu'il y a belle bataille, c'est pas un S'il y a énorme belle échec. bataille, mais c'est pour ça que je dis que ça dépend de leur finale, ça dépend comment se passent les Ouais, finales, quoi. Si tu ouais, perds c'est ça. 4-0 ou 4-1, Ils n'ont pas le droit de se louper totalement, en tout cas, c'est sûr. ouais. Allez, l'autre série justement à l'ouest, la victoire des Mavericks sur le parquet du Thunder, performance assez impressionnante de la part de Dallas, victoire 104-92, impressionnant notamment défensivement. Très gros match aussi de Luka Doncic, des deux côtés du terrain d'ailleurs. 31 points, 10 rebonds, 11 passes pour Doncic, qui deuxième triple-double de suite, mais celui-là il avait quand même nettement plus de saveur que celui d'avant. C'est Et clair. Dallas qui du coup va s'imposer sur ce Game 5 à l'extérieur et aura l'occasion de terminer la série et de se qualifier éventuellement en finale de conférence lors du Game 6 qui aura lieu à Dallas.
Bah, ce qui est bien de la part de Dallas, c'est qu'ils ont pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop cogité sur le dernier match. On l'avait dit, c'était un Mm. hold-up. Le Thunder a eu beaucoup de sang-froid et a réussi à renverser une situation qui aurait jamais dû déboucher sur une défaite des Mavs. Les Mavs ont remis les mêmes ingrédients que sur le match précédent, c'est-à-dire une super défense de tout le monde. Sauf que là, ils n'ont pas flanché, ils ont shooté à 52% et ils ont pas vraiment eu de moment faible. Ils ont dominé la globalité du match. Ils ont toujours été entre 8 et 14-15 points. Bah on se rapproche d'une finale et on voit le visage des Mavs, le visage là vraiment plus opportuniste, plus réaliste que celui du dernier match où c'est incompréhensible qu'ils soient passés à côté en attaque. Là, les voir aussi forts défensivement, tu sais que c'était moi mon inquiétude tout au long de la saison. Est-ce que en playoff, si tes deux meilleurs joueurs, Kyrie et Luka, c'est pas des très bons défenseurs, tu vas pas le payer cher. Au final, c'est deux mecs qui font vraiment les efforts. Il y a rien à dire. Luka, Kyrie, j'ai rien à dire sur leur implication défensive et autour ça défend bien aussi. Donc, quand ils arrivent à shooter autour des 50%, tu peux pas faire grand-chose finalement. Ouais, Luka, il est de mieux en mieux physiquement. Ça se sentait déjà dans le match d'avant. On l'avait déjà souligné, le fait qu'il avait l'air quand même un peu plus à l'aise. Il avait raté des tirs, mais il était plus tranchant, mieux sur ses jambes. Là, carrément, je l'ai trouvé dans son jardin, en fait. Très agressif d'entrée. Et il avait ce côté, faites peu importe qui est en face de moi, vous pouvez mettre Lou Dort, Kesson Wallace, ramener même le pape, ça change rien pour moi. Tu sais, il avait cette attitude, tu vois. Mhm. Tu sens qu'il est facile. Il est facile face à Dort, il est facile face à Wallace. Il lâche des passes comme si d'un coup il n'y avait plus d'enjeu, tu vois. Et à un moment, il fait quand même une passe en bras roulé qui Ouais. traverse toute la largeur du terrain. La passe est dingue. Alors, Washington est obligé de sauter comme un malade pour aller la chercher parce que bon, elle n'est pas non plus Mhm. super précise, mais tu vois, tu sens qu'il est, c'est Ouais, il a tranquille confiance, quoi. ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, il shoot à 12 sur 22, lui qui est à 39% sur la série. Et j'ai envie de souligner l'impact de Derrick Jones Ouais. Jr. Factor X, clairement. Facteur X, 19 points, 15 en première mi-temps. Et en playoff, tu vois, c'est un peu le jeu de qui on laisse marquer. Qui va nous tuer, qui peut nous tuer. Mais nous, on fait le pari que tu vas pas nous tuer. Tu vois, c'est un peu parce que tu peux pas Ouais. défendre sur tout le monde. Même les Mavs, ils défendent pas sur tout le monde. On pourra en parler après, mais grosso modo, leur but c'est d'empêcher l'accès à la raquette. Et derrière, si les Isaiah Joe, ils veulent prendre des tirs à 3 points, les Mavs laissent ça. Le Thunder laisse Derrick Jones Jr., c'est-à-dire qu'il double sur tous les pick and roll Doncic Kyrie, il y a directement prise à 2 sur le porteur de Mhm. balle. Mais on ne veut pas non plus laisser Gafford ou Lively un dunk facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un des deux joueurs qui défend sur les mecs qui sont dans le corner, il y a un des deux joueurs qui vient aider. Ce joueur qui vient aider tout le temps, c'est le joueur qui est sur Derrick Jones Jr. pour empêcher Gafford ou Lively d'avoir le all-oop. Donc, le but, c'est faites la passe à Doncic ou Kyrie, vous allez faire la passe à Derrick Jones Jr. Il sera 4 mètres tout seul derrière la ligne, mais on parie qu'il ne va pas en mettre plus que ça. Derrick Ah, Jones Jr., il a mis ses 6 premiers tirs et ses 3 paniers à 3 points. Ça a créé l'écart et le Thunder est jamais vraiment revenu en fait à partir de ce moment-là. ouais, c'était un facteur X. Et ça n'a pas empêché les autres joueurs que tu as cités de contribuer. Quand du coup le Thunder a essayé de se réadapter en voyant que Jones était vraiment chaud, ça n'a pas empêché Lively. Lively fait 11 points, 10 rebonds. Gafford aussi, il a eu ses paniers faciles, il en a mis 4, je crois. Washington fait un petit double-double aussi. Enfin, ils ont tous contribué et quel que soit ce qu'envoyait le Thunder, enfin, quelle que soit la manière dont le Thunder répondait, ils ont trouvé les solutions, que ce soit par ces joueurs-là, par Luka. Kyrie a été très discret en attaque, mais il n'y a pas eu besoin de plus. Donc, ça ressemblait encore ça ressemblait à un match parfait pour Dallas, qui a très bien mené sa barque et qui n'a pas craqué. C'est important parce que le côté mental, c'est pas facile de venir à bout d'une équipe comme OKC parce que ils ont pas trop de. Même quand il y a des temps faibles, il y a pas de relâchement, il y a pas de. C'est difficile de mettre un blowout à OKC en fait. Parce que le Et, Thunder défend bien aussi, en fait. Il y oui, a deux bonnes défenses. En fait, de toute façon, c'est deux très, 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 très bonnes défenses. C'est une série défensive. Tu vois, c'est pas comme l'autre série à l'ouest où finalement il y a une opposition de style, même si Denver est capable de bien défendre et les Timberwolves peuvent avoir on Edwards, on Cat avec deux gros scores. Il y a quand même une opposition de style entre très grosse défense et très grosse attaque et voir qui va imposer son style de jeu. Et là, sur les 3 derniers matchs, ça a été Denver et on voit ce que ça donne. Là, le Thunder Mavericks, c'est une série où les deux équipes, elles se reposent sur leur défense. Par contre, il y a un truc qui a souvent été souligné pour OKC, c'était l'adresse à 3 points. mm, On dit souvent que les équipes qui se reposent beaucoup sur leur adresse à 3 points, c'est risqué parce qu'en playoff, tu n'as pas les mêmes shoots, ça n'a pas le même enjeu, il n'y a pas la même pression, la balle est plus lourde, les jambes sont plus lourdes, la défense revient plus vite.
Le Thunder, c'était l'équipe la plus à droite à 3 points en saison régulière. C'est un truc qu'on a souligné, qu'on a mis en avant en mode attention, ça, faut voir si ça suit en playoff. Qu'est-ce qui se passe en playoff? Donc le Thunder, 39% de réussite en saison régulière. Et là, en playoff, donc numéro 1, là, en playoff, on arrive 35%, ce qui n'est pas ridicule, mais parce qu'il y a un très bon pourcentage sur la série contre New Orleans. Aujourd'hui, le Thunder, même avec son 35%, c'est la moins à droite des équipes encore en liste et c'est 10e sur 16 sur les équipes de playoff. C'est 35%, mais c'est surtout 32% contre Dallas. Donc ça devient beaucoup plus faible. Et 30% dans les défaites. Donc sur les 3 défaites contre Dallas, il y a 30%. Sur les victoires, c'est 37%. Et encore, il y a eu un match très adroit, c'est le match 1. Sur le match 4 qu'ils ont gagné, ils ont été maladroits à 3 points. Et c'est pour ça qu'on le disait, mais Dallas n'aurait jamais dû perdre ce match. Donc là, le Thunder, ils font 10 sur 40 parce que la stratégie défensive des Mavs, elle est très claire. C'est on empêche l'accès à la raquette. On veut pas, on fait le truc. De toute façon, voilà, pareil, pour Shai Gilgeous-Alexander, il faut l'empêcher d'accéder à la raquette. Alors, il met encore ses 30 points, Shai, mais tu vois, il prend 22 tirs, il est adroit parce que c'est Shai Gilgeous-Alexander et que c'est un virtuose. Mais il y a ce truc de vous n'allez pas marquer des paniers faciles, vous allez shooter à 3 points. Et ben voilà, 10 sur 40. Holmgren, il a 1 sur 5. Tu vois, il y a Dort, il a 2 sur 8. Il en rate des tout seul. Isaiah Joe, il a 2 sur 8. Et il y a une question pour OKC, c'est est-ce qu'ils sont capables, sur 2 matchs, maintenant qu'ils sont menés 3-2, d'être très adroits à 3 points? Je dirais que oui, tu vois, mais c'est le vrai facteur pour eux sur les 2 prochains matchs, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a que Shea qui a été au niveau vraiment là du match. J'ai trouvé que les autres étaient un peu. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'ils avaient eu du mal à se mettre vraiment dedans et à performer comme ils sont capables de le faire habituellement. Et il y a eu ce changement dans le 5 aussi, dont on n'a pas parlé, mais Josh Giddey est passé sur le banc. On avait dit il avait été pas très utile sur le match précédent, à la limite d'être, comment dire, injouable, comme on dit. Il apportait pas grand-chose, il était un peu exploité défensivement aussi. Et là, pour la première fois de sa carrière, j'étais surpris de voir ça, parce que bon, c'est encore un jeune joueur, mais il avait jamais été remplaçant dans un match en NBA. Et il a démarré sur le banc à la place d'Isaiah Joe, je pense qu'il y avait aussi l'idée peut-être d'apporter ce shoot extérieur. Je pense que Mark Daigneault avait compris a compris que Dallas laisserait des shoots et misait sur la maladresse. Et bon, ça a pas payé. Donc tu as raison. Tu l'as beaucoup souligné pendant la saison régulière, hein, cette adresse. Est-ce qu'elle se retrouvera en playoff? Elle s'est retrouvée par moments un peu moins là. Et ils ont déjà gagné à Dallas, donc je me dis pas du tout que c'est impossible. C'est une équipe qui est très Oui, non, c'est une équipe qui, dans tous les cas, ce sera pas un échec retentissant s'ils passent pas. Donc, je crois qu'on peut aller sur une série en 7, ça me surprendrait pas. Et dans tous les cas, ce qu'on voit est assez positif pour OKC. Juste, Dallas est vraiment aussi solide que, notamment toi, tu l'espérais et tu le pressentais. Et ils sont quand même vraiment bien partis pour aller en finale de conférence. Et ce sera mérité parce que ça joue bien et ça défend aussi mieux que ce que je pensais, moi, personnellement. Ça serait la 2e en 3 ans. Après, bien sûr, hein, cette série, en fait, la question, c'est, je pense que la réponse pour l'adresse est possible. C'était pas tant une question pour savoir est-ce qu'ils sont capables. Ouais. Enfin, ça revient plutôt, si, ça revient à ça, mais c'est de se dire, c'est peut-être ça qu'il faudra checker, voir. Est-ce que le Thunder peut faire 2 matchs avec une forte adresse à 3 points? Après, effectivement, ils ont montré sur le Game 4 qu'ils sont capables de gagner autrement aussi, même sans mettre forcément des shoots. Ils avaient été à 28%, je crois, à 3 points sur le Game 4 et ils l'ont quand même pris. Cette équipe du Thunder, oui, c'est pas fini, clairement. C'est pas fini. Dallas a 2 balles de match, dont une à domicile. Dallas peut finir la série, mais c'est un peu comme Minnesota-Denver qui est ce soir, tu vois. Dans tous les cas, tu sens que c'est quand même 2 équipes très proches. Des matchs qui auraient pu des fois tourner dans un sens comme dans l'autre. Voilà, on a dit souvent le Game 4 aurait pu tourner à l'avantage de Dallas, et là, ça aurait déjà été 4-1. Il y a sans doute un match que le Thunder a perdu qui aurait pu tourner à l'avantage du Thunder. De toute façon, les 4 équipes de l'Ouest sont vraiment impressionnantes. Ouais, clairement. Ça va être là tout le challenge. On n'est pas encore en finale on n'est pas encore sur les finales, hein, mais on reparlait de Boston tout à l'heure. Le challenge, il va être, voilà, faudra se mouiller la nuque entre ce qu'ils auront affronté à l'Est et quelle que soit l'équipe qui sortira de l'Ouest, ça va être impressionnant. Ça va être le vrai test pour Boston à ce moment-là. Je me projette, hein, mais on est d'accord. Enfin, je vois personne ici me dire que Boston n'ira pas en finale, donc ça va être un vrai, le vrai révélateur. Ils sont jugés là-dessus. Et là, vraiment, à l'Ouest, quand tu regardes, même Minnesota est un peu moins bien là sur ces derniers matchs, mais ils ont tellement montré de belles choses que
que ce soit Minnesota, Dallas, OKC, les Nuggets, c'est très très fort. Juste, j'y pense, Luka Doncic était quand même beaucoup plus. Ouais, je disais, il était dans son jardin, il avait l'air relâché, il a beaucoup moins râlé. Ouais, Voilà, faut le souligner, en général, ça va de quand même pair, hein. beaucoup moins râlé. Ouais. Pardon, oui, ça va de pair, excuse-moi. Ah non, non, Pardon. mais c'est ça va de pair. En général, quand Lucas râle moins, alors est-ce que c'est parce que là, il avait moins de coups de sifflet contrariants? Est-ce que l'arbitrage était plus dans son sens? Je saurais pas dire, je m'attarde rarement sur l'arbitrage en lui-même, mais c'est vrai que là, on l'a moins vu. Ce qui lui est reproché, de râler tout le temps, de sortir. Du coup, le langage corporel est pas toujours bon et derrière, ça se traduit par soit un mauvais replacement, des choses comme ça. Là, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs de le voir. En fait, il remplace le côté où il sort vraiment de la situation, de la séquence, où il déconnecte en râlant, en partant dans tous les sens, à un petit sourire. Tu vois, genre, ouais, bon, d'accord, t'as sifflé ça, bon, allez, c'est pas grave, et on repart. Et... Hmm. Bon, il n'arrive pas à ne pas être expressif, ça, c'est Lucas. Non, non. Il faut quand même te faire sentir. Si t'as sifflé un truc qui lui va pas, il va pas se replacer machinalement. C'est Lucas. Non, c'est sûr, j'ai trouvé plus concentré en fait. Ouais. C'est ça le truc que je voulais dire du coup. Il m'a l'air plus concentré, très sur sa tâche en mode ok, je suis conscient de l'enjeu. Tu vois, il est quand même, il prend de la maturité aussi en fait. Ouais. Luka, on se demande souvent qui sera le nouveau visage de la ligue, mais celui qui est censé, enfin, après la draft de Zion, le prochain mec sur derrière, on s'est dit, ah, ça sera lui. Alors, entre-temps, maintenant, il y a eu Edwards, puis il y a eu Mbanyama, puis il y a Shai Gilgeous-Alexander. Mais je pense, parmi tous ces gars-là, celui qui est le plus à même d'être le visage de la ligue, et je dirais même peut-être encore plus que Wembanyama, c'est Luka Doncic, tu vois. Parce que non seulement il peut être le futur, mais il est déjà le présent. Il y a des moments où tu peux tenir un argument. Bon, c'est plus compliqué vu les performances de Jokic, mais tu peux dire, ouais, c'est le meilleur joueur du monde, tu vois. Tu peux le glisser de temps en temps. Ça reste Jokic, mais j'ai l'impression que quand même Jokic est au-dessus, mais je peux comprendre des gens qui arrivent à débattre là-dessus et à te dire, bah non, mais c'est Luka, tu vois, je peux capter aussi, tu vois. Bah, offensivement, en tout cas, oui, enfin, la palette elle est tellement large et l'efficacité. Enfin, voilà, il a des défauts, hein, mais oui, ça s'entend. De toute façon, c'est un joueur d'élite, vraiment élite, élite, élite maintenant, et il est même pas encore théoriquement dans son vrai prime. Donc, Ouais. les stats sont absurdes. Jokic, lui, pour le coup, il est dedans là. Théoriquement, si on se fie à la moyenne des âges auxquels les superstars Ouais. performent le plus. Donc oui, oui, non, mais le débat, on peut l'avoir. Mais bon, c'est ni le même poste, ni exactement le même âge, ni les mêmes circonstances. Mais individuellement, c'est un monstre total. Y a pas de débat là-dessus. Ouais, voilà. En fait, ce que je veux dire là-bas, par là, c'est que il est déjà très, 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 très fort. Ouais. Un des 3 meilleurs joueurs du monde, 4 meilleurs joueurs du monde. Mais en plus, il commence à avoir une certaine maturité. J'ai l'impression que là, en plus, parce qu'en fait, il est fort depuis longtemps. Mais là, vraiment d'avoir capté, ok, c'est le game 5, on est à 2-2, je dois me taire, je dois juste jouer, je dois défendre. Tu vois, je dois défendre. Genre, je peux pas me permettre de laisser une possession. Ça arrive, tu vois. Mais vraiment, en saison régulière, tu vois plein de moments où Luka, il défend pas. Là, c'est ok, je capte. Je peux pas laisser mon mec courir dans le dos. Le Thunder aime trop faire ça, prendre des coupes dans le dos. Et c'est un truc sur Luka en saison régulière, 4 fois sur 5, il se fait piéger. Tu vois, il suit pas son gars. Là, il suit son gars, il recouvre, il y a des aides, il y a une prise de conscience. Je ne sais pas si c'est que de la maturité, si c'est aussi Jason Kidd, si c'est un ensemble, mais il y a une prise de conscience. Et alors Kyrie, j'en parle même pas, Kyrie il défend aussi, enfin, clairement, il défend très très bien. Il ne met pas beaucoup de points dans cette série, mais il défend très bien. C'est des trucs qu'on n'attendait pas forcément des deux stars des Mavericks, tu vois. On se disait plutôt, bah, ouais, Moi, j'étais logiquement. très sceptique, hein, moi. C'est ce qui faisait que j'arrivais pas à les mettre vraiment prétendants au titre. Mais là, s'ils font ça là, sur cette série-là, ça s'est vraiment vu en tout cas. Si ça continue comme ça, ouais, y a pas de raison qu'ils aillent pas en finale, hein. Enfin, ils ont en tout cas les moyens de le faire, alors que je m'étais dit qu'ils allaient être exploités, que les deux allaient être exploités. Pour moi, c'est pas possible quand si tes deux joueurs sont vraiment des éléments négatifs défensivement, et là, ils le sont pas, du coup. Mais quand tu as deux éléments négatifs défensivement comme ça, c'est trop dangereux, c'est trop pénalisant, et là, ils sont. Juste le niveau d'effort, en fait. On ne dit pas que c'est devenu des monstres défensifs d'un coup, mais le niveau d'effort, tenir son joueur, un peu de bagarre pour aller arracher des ballons, bah, rien que ça fait une différence. Ça fait que cette équipe, elle est pas du tout, c'est pas du tout la même, celle que j'avais envisagée, même en début de saison. Et pour finir sur cette série, il y a un truc qui sera intéressant à regarder sur le Game 6, c'est justement savoir est-ce que les Mavs seront toujours aussi concentrés ou est-ce qu'il y aura un petit relâchement du fait que on a 2 balles de match, tu vois, surveiller ça, et ça peut être
intéressant, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, de checker un peu quand vous regardez les matchs, le langage corporel, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des possessions où les joueurs se relâchent complètement? Et pour le Thunder, ce qui va être intéressant à regarder, c'est est-ce qu'il y a une forme de panique ou pas? Du fait d'être mené 3-2, ils ont jamais joué. Ça va être le match le plus important de leur carrière, hein, Ouais. à tous les joueurs qui sont présents sur le terrain, même chez Gilgeous-Alexander, il n'y en a pas un seul qui aura joué un match aussi important. Ça va être intéressant de voir leur réaction, qui gagnent ou qui perdent en fait, juste voir de quoi sont faits mentalement ces gars-là. Tout ça, c'est des éléments intéressants et des indices pour la suite en fait, la suite de leur carrière, la suite de leur parcours. C'est des trucs qu'en tout cas moi je vais regarder avec attention. Oui, j'allais dire ce soir, on a un seul match, Ouais. Minnesota contre Denver. Peut-être Game le 6, dernier, ouais. peut-être le dernier de la série. Les Nuggets, voilà, j'ai provoqué quand j'ai dit Doncic meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur joueur du monde. Je pense que c'est quand même Nikola freaking Jokic. Il est exceptionnel en ce moment. Ça va être intéressant de voir quelle est la stratégie défensive des Timberwolves, comment ils vont se réadapter parce qu'on le sait, Minnesota va devoir gagner en défense. Ouais, gros match ce soir. Ouais, gros J'imagine match. que tu es pressé de regarder ça. Bien sûr, de toute façon, cette série, elle est vraiment cool. Les matchs sont hyper intéressants. De toute façon, à l'Ouest, les playoffs sont vraiment incroyables. Il y a un autre truc avant dans la journée qui est intéressant, que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans l'après-midi, il y aura. Alors, je ne sais pas exactement si ce sera une liste définitive ou un groupe élargi, mais il y aura les groupes de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques qui seront annoncés par les sélectionneurs Vincent Collet et Jean-Yves Toupane. J'irai faire un Exactement. tour à la fédération justement pour voir ça. Mais ouais, ça va être intéressant. On va pouvoir en débattre. Voilà, tout ce qu'on a imaginé, ça fait des mois qu'on discute de quelle équipe de France emmener au JO. Alors, emmener, c'est pas Joel très loin, Embiid ou ça. pas? Joel Joel Embiid ou pas? Alors, je crois que non. Mike James ou pas? Trop tard. Mike James, on aurait dû savoir à l'avance s'il Non, était je éligible, non? pense que normalement, s'il y avait eu obtention de papier, on aurait été au courant. Donc, non, il y aura peut-être des surprises, mais à mon avis, pas celle-là, ouais. Ok. Bon, en tout cas, tu seras sur place. Je sais pas si tu comptes tweeter mais en tout Peut-être. cas, il y aura vite les infos. Je sais, le mec qui te met dans la sauce. Tweeter et faire un live Twitch En direct depuis le. en direct à côté de Vincent Collet. Alors, Vincent, non, mais en tout cas, par contre, clairement, sur basketsession.com, vous retrouverez les listes Ouais. pour les Jeux Olympiques. Basketsession.com, si vous n'avez pas fait un tour, hein, il y a eu un vrai relooking complet avec beaucoup plus de place laissée à la communauté basket parce que vous pouvez contribuer, vous pouvez écrire vous aussi. Alors écrire, c'est pas forcément écrire des articles, hein, c'est écrire ce qui vous marque en NBA, des choses que vous avez vues, des choses dont vous avez envie de parler, peut-être même parler de basket si vous avez besoin de conseils. Je sais pas, je veux travailler mon dribble, est-ce que vous avez des exos? On a parmi notre communauté des coachs, des joueurs de tout niveau, donc il y a des gens qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Franchement, c'est gratuit, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre le pack. Il y a des packs premium, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement et contribuer avec nous, commenter la NBA. On écrit de plus en plus d'articles, des analyses pour essayer de diversifier aussi du format vidéo. À base, notre truc, c'est l'écriture de base. On n'aimait pas trop montrer nos têtes, vu la gueule de nos On est cernes. obligé, ouais, Comprendre pourquoi on n'était pas toujours partant. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et j'y pense aussi, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas pour faire On n'est pas très loin, on n'est pas très loin des 10 000 on n'est sur pas YouTube. très loin des 10 000, quoi. N'hésitez pas, ouais. Ça claquerait un peu de dire on a 10 000 abonnés. Par contre, il n'y aura pas un truc pour le 10 millième abonné parce qu'on va pas se casser la tête à aller regarder qui était le 10 millième. Voilà, je vous préviens tout de suite. Donc, il n'y a pas de grand truc offert pour le 10 millième. On pourra juste dire c'est bien les gars, on est à 10 000, chapeau, merci à tous, en tout cas sur YouTube, parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui nous écoutent sur Spotify, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, Ouais, abandonner, c'est moins bien, mais abonner, c'est cool. Ouais, ne nous abandonnez pas s'il vous plaît, malgré mes fautes de français. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, voilà, etc., etc. Et sur ce, on se retrouve demain. Je sais même pas quel jour on est. On est jeudi? On est jeudi, on se retrouve demain. On est jeudi. On se retrouve demain vendredi et cet après-midi, replay de la Late Session Absolument, sur YouTube. en ligne, ouais. Voilà, impeccable. Écoutez, sur ce, bonne journée à tous. À demain. À demain. Ciao, ciao.